Alors, donc au programme, on va débattre ensemble donc de cette main card, donc des 5 combats qui ont eu lieu. Ensuite, on va faire un petit tour des news qui ont été annoncées, des gros combats justement à l'UFC. Petit rappel, donc UFC 295 a pris place la nuit dernière au Madison Square Garden à New York. De base, l'événement principal devait être John Jones contre Stipe Miocic. John Jones s'est blessé, s'est arraché le pectoral et n'a pas pu justement combattre. Il y a eu un combat de remplacement pour le titre intérim des poids lourds entre Thomas Pinal et Sergei Pavlovich, qui a été donc mis en co-main event, et sur le main event, la ceinture 93 qui était vacante a été mise en jeu entre Jiri Prochazka et Alex Pereira. Bonsoir tout le monde. Eh bien, voilà, on va rentrer directement avec le combat d'ouverture de cette main card, à savoir entre Diego Lopez et Pat Sabatini. J'aime bien ce combat, je sais pas pourquoi j'aime bien ce combat. Voilà, alors pour la petite anecdote, au moment où j'ai fait mes pronos, somme toute encore un peu foireux, Mathieu m'a envoyé un message en me disant « Je suis pas sûr par rapport à Diego Lopez, Pat Sabatini, je pense que tu t'es gouré là-dessus ». Moi, plein d'entrain et de sûreté, j'ai dit bon bah écoute, on va parier une petite graille par-dessus, et j'ai magistralement perdu. Voilà. En fait, moi je me suis rendu compte du potentiel de Lopez, et quand je l'avais vu combattre contre Movsar Evloev, qui est pour moi un des futurs top 5 de sa caté. Invaincu, un monstre, vraiment très très fort, et un ami d'Ibra en passant. Ok. Et j'ai vu son combat contre lui. Movsar, il avait l'habitude de rouler sur les gens, vraiment dominer de A à Z. Et là, Diego, il a fait la guerre. Il a fait la guerre sur 3 rounds. Il avait le cardio, il avait la patate. Il l'a mis en danger jusqu'au bout. Et malheureusement, il a perdu le combat. Mais il a été dangereux jusqu'au bout, et il a fait un très 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 bon combat. Et quand j'ai vu l'opposition suivante de Sabatini, je me suis dit, à mon avis, ça va être plié assez rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Bah après, en fait, bon, moi j'avais pas vu Diego Lopez combattre justement. J'ai été parti regarder par rapport au Tapology. Je vois pas de Sabatini, il est quand même à 4-1 ou 5-1, je crois, à l'UFC. Diego Lopez, il est à 1-1. Voilà, sur le papier, Pat Sabatini a un gros palmarès, beaucoup de victoires, très peu de défaites. Je me suis dit bon, soit c'est un match-up un peu équilibré, mais dans le cas où, je vais quand même choisir celui qui a le plus gros record, on va dire. Les records, c'est traître, hein, tu vois, justement, parce que peut-être qu'il y en a un qui a affronté 4 mecs et qui a perdu une fois, qui a gagné 4 fois et qui a perdu une fois, mais s'il a tapé 4 crevettes, ça vaut pas grand chose. Alors que là, Diego Lopez, il a tapé que 2 mecs, il a gagné une fois, il a perdu une fois, mais les 2 mecs qu'il a pris, c'est des tueurs. Le record, c'est pas dire grand chose. Il y a beaucoup de combattants qui font ça, à l'UFC, tu peux plus le faire. Mais t'as beaucoup de combattants qui font ça, on appelle du record padding. Ils vont faire des combats contre des mecs qui ont des niveaux un peu moyens. Tu vois, leur Shadok, ça devient que du vert. Leur Tapology, c'est que du vert, que des victoires. Et en fait, le niveau derrière, il est moyen. Bon, souvent, on peut prendre comme Khabib, qui avait fait ça, qui a vraiment affronté des crevettes jusqu'à son 15e combat. Bon, heureusement pour lui, ça va, il avait énormément de talent, et en fait, il a complètement justifié la hype. Mais c'est vraiment pour te dire que le record, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah, j'en avais parlé justement la semaine dernière, parce que au Rising, il y avait donc Quentin Domingos qui affrontait, alors je me rappelle plus du nom de son adversaire, mais il avait un palmarès genre, je sais plus, 17 victoires et 2-3 défaites. Mais c'est vrai que quand tu regardes le Tapology, la quasi-majorité des mecs qu'il avait tapé, c'était des 0-0 ou des 1-0 ou des trucs comme ça, quoi. Et encore, là, tu vois, t'es généreux, parce que parfois, tu regardes les combats, c'est des mecs qui sont des 0-3, 0-4, et j'ai déjà vu des mecs qui avaient, genre, je sais pas, des 2-18, des 2-20. Là, le but, c'est vraiment t'es sûr d'avoir du vert, quoi. T'es sûr de gagner. Si tu gagnes pas, c'est vraiment que t'arrêtes ta carrière, quoi. Ouais, ça fait des palmarès un peu comme en boxe anglaise au début sur les combats professionnels. Exactement. C'est des mecs qui prennent des gars avec des 2-30 ou des trucs comme ça pour construire la carrière du mec, ouais. Ils se préservent au début, ils évoluent lentement, mais ils construisent leur carrière, voilà. Ils construisent leur record. Mais le problème de ça, c'est qu'un jour, t'arrives contre un mec, en fait, qui a pas le record, qui a été gonflé, et tu te rends compte de la réalité, quoi. Salut Orphix, salut Krezak, salut Réseau, tout ça. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le live. Donc, alors sur ce combat, ça a duré quoi? Ça a duré même pas 2 minutes, je crois. C'est pas, ouais, c'est très striking. Mais Sabatini, il l'a touché à un moment. En fait, il a un menton d'acier, hein. Lopez, il a un menton d'acier, il récupère très vite, et surtout, il est très très dur à mettre au sol. Puisque contre Movsar, il avait vraiment bien défendu. Donc contre Sabatini, il a pas été au sol du tout, il a réussi un peu à le fatiguer, à le frustrer, et derrière, il a réussi à bien le contrer en sortie de clinch. Ouais. Et
il a pas réussi à enfin, on a vu sur la frappe justement Sabatini qui regardait même plus Lopez, il était même plus en face de lui, il était en train de reculer, mais il était plus du tout face à lui. Et après, le grand Nparn, il avait le bras qui était bloqué dessous, mais il était déjà out. Terminé. De toute façon, on le dit souvent, hein, c'est vraiment la frappe que tu vois pas qui fait le plus mal. Et là, il l'a pas vu du tout venir. Il a pris dans le coin de la tempe, dans mes souvenirs, ou sur proche de l'oreille. Pourquoi j'ai une baguette dans proche de l'oreille. Et c'est vraiment les trucs où tu prends plus de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Le jeu concours de ce soir, c'est un accès d'un mois au OnlyFans d'Andrade, c'est ça? Non, c'est bon, ça, on s'en passera. Sans façon. Je l'aide, Gabriel. Elle est aussi musclée que toi, de toute façon. Elle est aussi balèze que toi. Alors, faudrait regarder qui il tape. Genre, si t'es en 17-0, faudrait prendre en compte le palmarès des adversaires au moment des combats. Si les 17 étaient en 0-2, bah, ça fait 0-34 en tout. Donc, t'as gagné contre des gens en 0-34, donc pas ouf. Ouais, bah, c'est ce qu'on était en train de c'est ça. dire, ouais. Salutations. Est-ce que vous avez regardé le combat Sadikov contre Borchev, carte préliminaire, un régal, sérieux? Alors, moi, j'ai regardé... Sadikov, Muslim Sadikov? Le mec du sandal, c'est ça? Je saurais même pas dire. Non, c'est pas lui. Là, c'est quoi? C'est 66. Borchev, c'est un gars qui s'entraîne au team Alpha Male avec Uriah Faber. Mais j'ai pas regardé, non. J'ai vu que, alors ça s'est terminé je crois, en draw, en majority draw, et que ça a été le fight of the night, je crois, d'ailleurs. Mais sinon, non, j'ai pas regardé. J'ai pareil non plus. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Tu peux dire à Mathieu de regarder ses demandes Insta, je lui ai envoyé un message pour participer à, je ne sais pas si je peux. Okay. Et ces messages-là, faut pas les lire. D'ailleurs, vous dire, ceux qui envoient des messages comme ça, si je vous réponds pas, c'est qu'il y a un souci. Soit vous n'avez pas toutes les informations qui sont demandées, on serait à la une, soit c'est que vous êtes nul. Le message est passé. Comme ça, voilà. Et donc, ouais, sur la carte prélim, c'est vrai que j'ai pas regardé grand chose. Je me suis intéressé vraiment à la main card. T'as regardé des choses en prélim, toi, ou pas? Bah, en fait, sur le lien gratuit piraté que tu m'avais envoyé, c'était que la main card, donc. Non, je me suis concentré sur la main card aussi. J'ai pas regardé les prélims parce qu'en fait, c'était quand même assez tard dans la nuit. Je me suis réveillé vraiment pour le combat de Benoît, en fait. Et ensuite, j'ai regardé la suite de la main card. Okay. J'ai aussi vu le combat de Lopez, du coup, parce qu'il y a un bataille en jeu, quand même. Lopez. Pas Lopez. Lopez. Ouais, Lopez. Non, c'est ça. Alors attends, j'ai un message. Un coach peut-il entraîner deux combattants de même catégorie ou généralement ils évitent? Tu parles s'ils sont dans la même orga, etc. Parce que si c'est ça ta question, bah je pense que normalement il n'y a pas de souci, non? Non, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Je sais pas si t'as pas écouté. Pardon, j'ai pas écouté la question. Non, j'ai une question qui a rien à voir, qui est avec l'UFC là, mais c'est une question. Donc c'est un coach peut-il entraîner deux combattants de même catégorie ou généralement ils évitent? Ah, je vois ce qu'il veut dire. En gros, c'est dans le sens, est-ce que c'est pas un problème que tu entraînes deux gars de la même catégorie qui peuvent se rencontrer ensuite, par la suite? En fait, souvent, ça peut arriver, et souvent, si par malheur ils arrivent dans la même organisation, c'est vrai que les oppositions elles sont évitées. T'as beaucoup de mecs comme ça à l'UFC, en fait, ils les font pas combattre ensemble. Bon, après, par contre, quand t'arrives à la ceinture, je sais pas si c'est déjà arrivé, c'est vrai que ça doit être assez problématique. Hein. Mais j'ai pas d'exemple comme ça dans la tête où c'est. Quand il y a deux gars d'une même team. Si, Burns et Ousmane qui avaient combattu ensemble. C'est vrai, et Ousmane était parti justement du camp de Henry Hooft, c'était Cliff là, il était parti justement avec Trevor Whitman. C'est ça, il était parti pendant quelques temps, ils s'étaient séparés pendant quelques mois, le temps de se préparer, et puis ils sont tapés, puis ils sont devenus copains après. Exactement. Alors, donc voilà, pour ce combat d'ouverture de la main card, et maintenant on va passer, je pense, au sujet brûlant. Le hot topic, voilà. Donc, Matt Frevola contre Benoît Saint-Denis. Alors, Matt Frevola, classé top 14 à l'UFC. C'est ça. Je crois ouais, c'est ça, son dernier combat, c'était contre Drew Dober, c'était ça? Ouais, il avait KO'té, il a mis KO au premier round, il me semble. Il a KO'té Drew Dober. Donc, en style de combat, Matt, c'est assez similaire à Benoît, en somme. Ça envoie les points, ça lutte beaucoup. Alors,
probablement moins de sol que Benoît, je pense. Beaucoup moins de sol. Moins de sol et gros bagarreur, un gros bagarreur. Et donc, je te laisse dire par rapport à Benoît. Donc sur papier, c'est vrai qu'ils avaient des armes qui étaient un petit peu similaires. Maintenant, Benoît, il a quand même en striking, il est quand même plus diversifié. Frévola, il avait beaucoup d'anglaises, surtout sur ça chez les gens. Il avait un petit peu de kick, mais c'était pas vraiment perfectionné. Benoît, il a vraiment l'anglaise qui est pas mal, les kicks qui sont pas mal, les coudes qui sont pas mal, les genoux qui sont pas mal, donc il était quand même plus complet. Il avait un niveau de lutte qui était au-dessus de Frévola quand même, et aussi un niveau de sol qui était au-dessus. Donc sur papier, il avait tout qui était au-dessus. Maintenant, Frévola, c'est le genre de combattant où il t'en met une bonne, t'es fini, tu vois, tu prends le KO. Comme Dober, comme Dober qui était en avance sur son combat, qui était bien parti et qui s'est fait sécher. Donc c'est un combattant que tu peux jamais trop lâcher. Tu vois, c'est un mec qui a les mains lourdes. Mais ça n'aura pas suffi puisque Benoît, il a pas que les mains lourdes, il a aussi les jambes lourdes. Et du coup, après 1 minute 30 de combat, il a réussi en sortie de clinch à directement toucher très très dur avec un high kick. Et ça a tout de suite déconnecté Frévola. Et ensuite, il a fini avec un ground and pound bien violent. Ground and pound, pardon. J'ai rien voulu dire, mais... Wow. J'ai vu tes yeux. J'ai dit à la française, ground and pound. Et voilà, donc c'était un combat qui était assez rapide et assez violent, comme Benoît l'avait promis. Alors, pour revenir donc sur l'entame de match, tout ça, donc le combat, donc voilà, comme tu as dit, Frévola, les mains lourdes, une grosse overhand. Alors, moi personnellement, d'ailleurs, je voulais aussi remercier donc Unibet de sponsoriser ce live. J'ai donc fait mon premier pari Unibet hier et Benoît m'a fait mentir sur mon pronom. Moi, je voyais une soumission en round 2. Je voyais pas de KO ou TKO de la part de Benoît, même si justement Frévola s'est déjà fait éteindre. Mais je voyais vraiment une soumission, comme il a fait à Bondefilm, aller lui prendre le dos ou un bras-tête. Et je m'attendais pas justement à ce que en 1 minute 30 ce soit plié, tu vois. Enfin, moi je me suis posé pour regarder l'UFC, voilà, on était avec mon daron, on était bien, et puis tout à coup au bout d'1 minute 30, bam, wow. Ça a été vite. Je te rejoins un petit peu, hein, moi même connaissant Benoît, en sachant qu'il est très très violent, qu'il va directement à la bagarre. J'étais surpris qu'il finisse au premier, je pensais qu'il aurait fini en début de deuxième, que Frévola il aurait su résister un petit peu, mais en fait on a vu que dès le début du combat il était très 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 tendu. Et en fait quand t'as un combattant qui est tendu et donc de ce qu'on a pu voir, alors moi il y a eu un moment justement où je me suis posé la question, donc pourquoi, c'est par rapport à la guillotine, jump guillotine, tu vois, qu'il a fait. ouais. Donc après, je me suis dit, c'est pas forcément un mauvais choix, comme c'est en début de combat que les mecs sont encore secs, il y a pas la transpi justement qui va enlever le truc, mais après ça reste aussi un mouvement qui peut potentiellement te mettre dans une position plus dangereuse, ouais. Comme je sais pas, t'es en montée, tu pars sur un juji, le mec se retourne en même temps, le juji se plante, le gars va se retrouver au-dessus de toi. La jump guillotine, c'est pareil. Si tu rates ton coup, donc le mec est au-dessus de toi. Après Benoît, il a fait un beau sweep. Mais c'était voilà, j'ai été surpris moi au moment de le voir jump sur la guillotine. J'étais surpris aussi. C'était une erreur, hein, t'as raison de le dire. C'était une erreur. De l'extérieur, c'était une erreur en tout cas. Après Benoît, tu sais, dans le combat, parfois tu as des ressentis que tu peux être le seul à ressentir. Peut-être qu'il a senti l'ouverture. Au Frévola, il a bien résisté. J'étais surpris de le voir faire ça, parce que on n'avait pas l'habitude de le voir faire ce genre d'attaque, tu vois, les guillotines sautées. Je pense pas l'avoir déjà vu faire à l'entraînement, mais peut-être qu'il avait senti l'opportunité. Et par contre, ouais, ce qui est bien, c'est que peu importe l'issue, même que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas la guillotine, une fois au sol, Benoît, il a tellement un bon sol, il a tellement des bons sweeps, a tellement un bon sol défensif, il peut facilement retourner la vapeur. Du coup, je pense qu'il s'est dit, bon, je tente, si ça marche pas, de toute façon, je suis compétent quand même au sol. C'est vrai que ça passe sur ce genre de combat où Frévola, c'était pas non plus un expert du sol, il avait peur du sol de Benoît. Maintenant que c'est vrai que sur un profil qui est plus dangereux, Islam ou Saroukian, c'est des gens qui sont quand même des bonnes positions au sol, qui sont assez chiants à sweeper, c'est vrai que ça peut être plus dramatique. Mais pour ce combat-là... Parce que ça leur donne le takedown. C'est exactement. Même s'ils n'arrivent pas à créer du dégât derrière, ça fait du control time, ça fait du temps sur lequel Benoît peut pas trop s'exprimer, et ça peut potentiellement faire perdre le round, voire le combat. Donc je pense que Benoît sur ce combat-là a saisi qu'en fait que Frévola était en dessous en sol, il s'est permis des libertés, il s'est permis de tenter des choses qui étaient un peu difficiles à mettre en place, et puis il s'est dit de toute façon si ça ne marche pas,
j'ai les armes pour retourner la situation. Et justement, comme dit El Baba, le renversement papillon magnifique, on en Magnifique. parle. Bah ouais, c'est ça. C'était Très très fluide. Très très fluide, de ouais. toute beauté, quoi. Mm. Et donc après, il y a une phase de clinch contre la cage où Frévola, il a mis un gros slam à Ouais. Benoît. Mhm. Et c'est justement après, dans la phase de scramble où après, je crois que donc Benoît est revenu lutter Frévola contre la cage. Frévola est sorti et c'est là où il l'a accueilli avec le high kick pleine balle. Et Frévola donc est sorti avec les mains au niveau du buste. Je sais pas s'il attendait un middle. Je pense qu'il attendait un middle ou un low kick, vu que Benoît travaillait beaucoup sur les zones basses du corps, que ce soit le bas du ventre ou les jambes. Il s'attendait au middle. Les jambes de Benoît, elles sont quand même assez lourdes, donc t'as pas envie de les reprendre, les middle. Et du coup, il a dû, en sortant du clean, c'est vraiment le moment où t'es un petit peu relâché, où tu dis c'est bon, je suis sorti, je suis tranquille, et c'est là que t'es plus vulnérable en fait. Daniel, il nous fait beaucoup travailler sur ça, sur ces phases-là, parce qu'en fait, c'est des phases qu'on pense de respiration, alors qu'en fait, on est encore dans une zone de danger. Et c'est exactement ce que Benoît a saisi hier, dès qu'il a senti qu'il était dans une phase où l'autre se reposait justement, où il avait plus trop la lucidité, où il avait pas trop il sentait pas trop de danger. C'est là qu'il a exploité la situation. Et donc c'est vraiment arrivé avec le bout des orteils, mais ça, on l'a vu, ça l'a ouvert, enfin ça l'a éteint, un knockdown. Et donc après le rush avec le ground and pound, les 3 frappes et après arrêt voilà totalement legit, sans souci là-dessus. Totalement justifié. Hein. Et quelle entrée dans le top 15 de l'UFC, hein. C'est une entrée fracassante. Et même Dana White a dit que c'était possible qu'il se retrouve plus proche, enfin pas top 10, mais genre top 9, top 8. Il a dit top 10 ou en dessous. Et il avait même fait un petit clin d'œil aux intervieweurs, enfin aux journalistes qui forçaient limite, qui disaient est-ce que vous pouvez le mettre en top 10? Il faut le mettre en top 10, mettez-le en top 10. Il y avait des petites bagues, vous êtes son manager ou c'est comment? Il y a El Baba qui dit Monsieur Oral a annoncé dans une interview que Benoît allait KO un jour ou l'autre avec son kick arrière gauche. Ouais, sûr. C'est ce que tu avais partagé, ouais. Et que soit il allait soit au foie, soit à la tête, mais il allait T'es sûr, t'as été le premier à en faire les frais, hein, tu te souviens encore? T'as pris un petit middle au bras, ça gonfle direct, ça fait tout de suite très très mal. Moi pareil, j'en ai déjà pris des middle de Benoît, ça fait très mal. Pareil dans les jambes, j'en ai déjà pris. Donc quand il n'a pas les protèges tibia, Benoît il fait très très mal. Si vous avez déjà tenu les pattes ou les paos pardon à Benoît, vous l'auriez senti. Et voilà, après voilà la senti. Ah non mais c'est à un moment j'ai un peu en plus plongé sur son middle quand il est arrivé. Ça m'a secoué, hein. Ah, il a les jambes vraiment lourdes, hein. Ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et alors, moi, ça me fait toujours un peu bizarre, en fait, si tu veux, c'est-à-dire les noms avec lesquels il se retrouve un peu dans la sauce maintenant, tu vois. Donc c'est les Justin Gaethje, les Chandler, etc. Ça m'a fait un peu la même chose quand Manon Fiorot elle a affronté Rose Namajunas. C'est-à-dire que ces noms-là, en fait, c'est des noms, c'est les tauliers de l'UFC, tu vois. C'est des noms, c'est les mecs, c'est des ricains qui sont installés là depuis longtemps, qui ont accompli des folies. Donc maintenant, justement, Benoît, qui est somme toute très récent dans le MMA, se retrouve donc propulsé aux côtés de noms comme ça, en fait, avec potentiellement des combats contre eux, tu vois. Mais en fait, c'était impressionnant au début, parce que tu vois, Benoît, il demandait des noms comme ça, mais on se rendait pas compte encore du potentiel de Benoît. En tout cas, les gens ne se rendaient pas compte, nous, vous savez, mais de l'extérieur, les gens ne se rendaient pas compte. Et en fait, tu vois, plus les défis sont hauts, plus les prestations de Benoît, elles sont impressionnantes et elles sont rapides. Contre Thiago, c'était super vite, alors que c'est quand même un ancien top 10 de l'UFC, il me semble, dans sa catégorie. Hein. Il avait combattu contre Islam, il avait fait pas mal de rounds avant de perdre. Benoît, lui, il a séché au deuxième, il l'a fait abandonner. Il y avait Bonfim qui était invaincu depuis je sais pas combien de temps, qui faisait des combats de malade, qui était censé être le nouveau phénomène. Et en fait, à chaque fois, Benoît, il a fait taire tout ça, il a fait taire les hypes, il a pris les combattants les plus durs, et à chaque fois, il fait des prestations qui sont de plus en plus intéressantes. Donc aujourd'hui, je me dis, si tu le mets contre n'importe quel mec, même le meilleur, il va faire une prestation qui va être encore plus impressionnante. Benoît, il a vraiment le style pour casser tout le monde, en fait. Même si, c'est vrai, il a des failles, comme tous les combattants, hein. Poirier, il a des failles, Gaethje, il a des failles, Islam, il a des failles, tout le monde a des failles, et Benoît, il en a aussi, c'est vrai. Mais je vois que Benoît a les armes, en fait, il a les armes pour conquérir la ceinture et pour combattre avec n'importe qui aujourd'hui. Après, tu vois, par exemple, les Dustin, etc., ils sont sur un âge et une avancée dans leur carrière où ils approchent. Alors, soit ils sont sur le haut de leur prime et que ça va,
entre guillemets arriver assez vite la descente, ou alors ils sont déjà un peu sur la redescente. Donc en termes de progression, de marge de progression, je pense que c'est assez limité entre guillemets, alors que Benoît, c'est que le début en soi entre guillemets, non? Ouais. C'est un peu décroulant, ouais. C'est un peu des vieux, c'est un peu des vieux. Alors, ils ont 34 ans, respecte les 34 ans, s'il te plaît. Hein. C'est la fin, 34 ans. Non, mais c'est que Benoît, tu l'as bien dit, ils sont dans une période où ils ont dépassé leur prime, pour la plupart, alors que Benoît, il a juste 20, je sais plus si c'est 27 ou 28 ans. Je me souviens jamais des dates, enfin des âges. Il me semble qu'il a 27 ans. C'est quand même très très jeune, hein. C'est comme très très jeune. Il a découvert le MMA il y a peu, comparé aux autres, la plupart des autres combattants du roster. Donc c'est très impressionnant. Il a une évolution qui est très impressionnante, qui est très rapide. Et en fait, il est encore en plein dedans. Il est tout en bas de la courbe de progression. Donc, je suis pressé de voir comment ça va se développer avec le temps. Alors, on a un message de Orfix qui nous demande, vous voyez qui comme adversaire pour le prochain combat de Benoît? Fiziev. Alors, Fiziev, ça sera pas avant un bout de temps parce qu'il s'est pété la jambe. Ouais. Ah, j'ai oublié. Trop de mémoire. Ouais. Mémoire sélective. Et donc, ouais, je pense qu'il devrait être à août au minimum. C'est quoi? C'était rupture des ligaments croisés ou un truc comme ça? Oui, donc, ouais. Chaud, ouais. Il est out pendant quelques temps. Donc, je pense que plus la Benoît sort du combat, je pense sans grosse blessure. Bon, après, il a quand même enchaîné les combats, donc est-ce qu'il va prendre un peu? On le laisse un petit peu, ouais. Donc, sinon, il y a Benedariush qui est matché contre Tsaroukian pour décembre, je crois. Donc après, il reste qui? Attendez. Gamrot. Il reste Gamrot. Geiji, il est un peu en train de faire sa communication pour affronter Islam. Il est en train de monter, ouais, Geiji. Donc je pense pas qu'il va affronter Benoît tout de suite. Charles Oliveira, je pense que c'est le prochain en liste pour Islam. Ouais. Donc ouais. Chandler, il est accroché à McGregor. Il veut absolument son combat. Le combat de dopé. Non, il est nazi Chandler. Ils ont supprimé l'USADA juste pour qu'il puisse se taper, tu vois, le Chandler. Chandler, c'est mon crush. Il est nazi, je te dis. Là, on me dit dans le chat contre Dan Hooker. C'est possible, et ce fera un bon combat. Ce serait le bon moment d'attaquer Dan Hooker, puisque pareil, il est un petit peu vieillissant, mais ça reste quand même un gros nom de la catégorie. Il a quand même été dans le top pendant très longtemps. Ouais. Donc, un nom intéressant à accrocher sur le tableau de chasse. Là, c'est vrai qu'il fait un peu plus office de gatekeeper, quoi. Je pense pas qu'il aura une chance justement pour le titre. Mais il n'empêche que c'est un mec qui, à chaque fois, quand il est sur un combat, c'est feu d'artifice. Dès qu'il arrive, il arrive préparé, il arrive pour taper, il sera là, quoi. Je pense que ça peut être une bonne passerelle, ouais. Une bonne passerelle pour arriver vraiment dans le top intéressant, où là, tu auras Islam, Poirier, Gadget et Gamrot. Parce que là, je vois aussi, il y a Grant Dawson, qui a fait donc... il a perdu justement contre Bobby Green il y a pas longtemps. Il est classé 12e. Il y a donc Arman qui est booké. Il y a Bobby Green. Ah ouais. Il y a Bobby Green qui a fait un saut fulgurant justement dans le top, et pourtant Bobby aussi c'est un mec qui est vieillissant. Je crois qu'il a 37 ou 38 ans, un truc comme ça. Mais il a une victoire sur Tony Ferguson en avant-dernier, et donc contre Grant Dawson par KO. C'est un mec un peu qui défie c'est l'underdog, tu vois, qui prouve. J'ai les mots en anglais, mais j'ai pas les mots en français. Bref, vous m'avez compris. Le pronostic, qui déjoue les pronostics. Voilà, exactement. Merci Mathieu. Merci. Donc ouais, Gamrot en adversaire potentiel, et puis comme il a dit Benoît sur un UFC en Europe. C'est ça, si je dis pas de bêtises, dans le call-out qu'il a dit à la fin pour faire un UFC en Europe. Ouais, il y a vraiment beaucoup de combats intéressants. En tout cas, là, on va arriver vraiment sur que des noms connus, que des noms intéressants. Dans tous les cas, ce sera des combats qui seront intéressants et qui feront plaisir à tout le monde, qui font plaisir à l'UFC, qui font plaisir aux Américains, qui font plaisir aux Français. Donc ça va être parfait. Alors, j'ai une question de John Lefrérot. Des infos sur le prochain UFC en France, des villes pouvant accueillir. Il n'y a pas mars ou avril qui a été lancé? L'UFC Aubervilliers, je crois, c'est ça?
sais pas du tout. J'ai pas suivi les dates du UFC en France. Attends, qu'est-ce qu'on me dit? Versailles, ce serait top. Mais non, pourquoi? Ouais, je sais pas s'il y a des grandes salles à Versailles. Je pense que ça va être bloqué sur Bercy. Je pense que Mais il avait Bercy, pas dit, justement, il voulait et Paris ou Marseille, je crois. C'est Marseille. pas une vanne, hein. Ouais. C'est pas une vanne, hein. On entend les bruits de la K47. Ça va pas être ça va pas être une cloche, ça va être la K47. Non, je pense que ça va rester sur Paris, sur le centre de la France. À valeur sûre. Attends, bah donc ça voudrait dire, parce que oui, j'avais vu quand même une proposition genre en mars ou avril. Donc si après aussi il reste sur la proposition de septembre, ça ferait 2 UFC en France maintenant, ça serait une bonne chose, quoi. Ouais. Donc il irait C'est sur une son bonne chose. troisième, si jamais qu'il y en a encore un en milieu de l'année prochaine. Ouais. Donc voilà, perf de Tang de Benoît. Un gros félicitations encore, hein. C'est magistral et maintenant Il n'y a souhaite plus que qu'à le meilleur, il y a quoi. plus qu'à continuer. Vous êtes monté dans le train, maintenant il n'y a plus qu'à assister à la suite, quoi. Voilà, le hype train est pour de vrai. Alors, ensuite, attends, Benoît Saint-Denis a déménagé Bordeaux car c'est plus près de chez lui. Non, il a Non, déménagé c'est à Bayonne. À Bayonne. Bayonne, Non. Bayonne. En fait, il est aujourd'hui à Bayonne et en fait, il y a ses sparring partners. La plupart viennent de Bordeaux. Ils viennent de Bordeaux. Ils s'entraînent. Ils viennent fréquemment s'entraîner avec lui dans ses camps d'entraînement. Et en fait, ils font le déplacement Bordeaux-Bayonne. Mais Benoît, lui, est basé à Bayonne maintenant. Ensuite, donc, combat féminin, où je me suis trompé sur mon prono. Jessica Andrade, dont on ne veut pas le OnlyFans, contre Mackenzie. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un combat féminin si Andrade dedans? Alors ça, je sais pas. Ouais, je t'appelle. Contre Mackenzie Dern. Alors, toi de base, bon, maintenant que le combat est passé, mais vraiment, ton prono de base, sans mentir, c'était quoi pour toi? Qui avait la victoire? Écoute, je te mens pas, je suis pas énormément le MMA féminin. Et donc, je n'étais pas trop au courant. Qui sont ces gens? Mais pourquoi combattent-ils? Qu'est-ce qui se passe? je connaissais le niveau de Andrade, parce que je savais qu'elle avait, elle tapait dur, elle avait un bon menton, elle avait un bon cardio, elle avait des attributs masculins et de l'autre côté, t'avais Mackenzie Dern qui était plus spécialiste du sol. Et en fait, c'est quelqu'un qui est physique comme ça, qui a quand même une bonne base technique de lutte comme Andrade, c'est très dur à amener au sol. Hein. Et on voit, elle a eu beaucoup de mal à amener au sol Mackenzie. C'est quoi son prénom? C'est Mackenzie ou c'est Dern? Mackenzie. Mackenzie, elle a eu beaucoup de mal à emmener au sol et puis elle s'est fait punir debout. Hein. C'est pas étonnant, c'est un peu ce qu'elle fait à chaque fois, Andrade. Elle épuise sur le physique, elle fait le rouleau compresseur et puis elle tabasse la personne en face. Bonjour Isma, il y a notre frangin Ismaël qui est là. Isma de Bordeaux? Non, Isma... Non, voilà. attends. Alors du coup, sur ce combat, donc moi je voyais Mackenzie Dern gagnante. Alors Mackenzie Dern qui a un très gros profil en jiu-jitsu brésilien. Andrade qui elle frappe comme un camion, quoi, qui a les mains vraiment très lourdes. Après en termes de sol, alors je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle est quand même black belt, mais voilà, c'est pas le sol de Dern. Dern elle a par exemple un long palmarès en termes de jiu-jitsu brésilien, de compétition et tout ça. Alors donc moi, personnellement, je voyais justement Dern aller faire un game plan un peu plus intelligent, c'est-à-dire aller la lutter et ou même je sais pas, tirer la garde, un jump guard et travailler au sol. Elle a cherché à échanger avec Andrade. Alors parfois avec un petit peu de succès, on a vu qu'elle a touché, mais par contre c'est que quand elle boxait, elle avait le menton très haut. D'ailleurs, dans les commentaires, Joe Rogan, ça, il l'a souvent souligné, c'est que dès qu'il y avait une fin d'échange, Dern, en fait, est frisé un peu sur place avec le menton super haut. Et alors ça, c'est un truc aussi un peu bizarre. Quand il y a un très bon striker, donc qui est redouté pour son striking, et la plupart du temps,
les combattants, même s'ils viennent du grappling ou etc., ils vont quand même vouloir se tester un peu sur ce terrain. Ce qui est la différence de quand tu sais que t'as un mec qui est ultra fort en lutte, genre Khabib, un mec qui te tabasse au sol, avec, par exemple Rosimar Palares avec les clés de cheville, etc. Tu vas pas sur leur terrain, ou du moins t'évites au maximum. Mais par contre, quand c'est en termes de striking, t'as toujours cette volonté un peu de, je sais pas si c'est pour prouver que, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, t'es toujours un petit peu obligé parce que le combat commence debout, donc t'es toujours dans une phase où le combat commence debout et t'es obligé de taper un petit peu parce que si tu rentres directement, tu sautes dans la jambe du mec, il va défendre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de combattants justement dans cette situation-là, dans ce scénario-là, qui vont faire croire en fait à l'autre qu'ils vont rentrer dans son jeu, qui vont se bagarrer, ils vont dire ok, je vais tester en striking, et dès que l'autre en se disant ok, bon, en fait ça va être un combat de striking en fait, c'est là qu'il se fait surprendre avec les amener au sol. Khabib l'a beaucoup fait par exemple. Il fait un peu genre de se bagarrer, et dès que l'adversaire il est vraiment dans la bagarre, qui commence vraiment à appuyer sur ses coups, c'est là qu'il descend dans les jambes et qui peut vraiment déstabiliser l'adversaire. Alors, nous avons Raptor qui nous demande pourquoi Andrade a une mâchoire d'homme requin. C'est parce qu'elle prend pas les mêmes compléments que nous. Elle prend pas du magnésium et du zinc. Donc, ouais, Andrade, bah quand même, alors je vais pas dire qu'elle est en fin de carrière, mais ça commençait un peu à être en dents de scie. Victoire, défaite, etc. Là, Mackenzie Dern, c'était sur le papier quand même un bon prospect pour aller vers la ceinture, mais elle a pris un gros stop et donc Andrade, ça la remet un peu dans la course à nouveau. Elle devient pas, je pense, un gatekeeper encore quoi. Elle a encore sa place pour le titre. Elle a une certaine stabilité, ouais, en fait. Elle fait toujours la même chose. Elle fait toujours la même chose, mais c'est un bon test. Comme je t'ai dit, physiquement, elle est toujours là. Mentalement, elle est toujours là. Cardio, elle est toujours là. Et si t'arrives pas à être plus intelligent qu'elle, tu sais qu'elle va te surpasser physiquement. Donc, c'est un bon profil pour beaucoup de combattants pour se tester. Et ça marche une fois sur deux, en fait. Alors, petit rappel, donc on fait ce live sur donc 3 plateformes différentes de Karaté Bushido, Twitch, Facebook et YouTube. Alors, à l'avenir, les lives ne se feront que sur la plateforme Twitch, donc n'hésitez pas justement à les rejoindre, suivre la chaîne, et voilà. Alors, Icaro, je ne lirai pas ton commentaire, je ne peux pas. Et ben, co-main event, maintenant, donc entre Sergey Pavlovich et Thomas Spinal. J'ai vu le commentaire de Icaro, du coup. Quel était ton prono pour ce combat, toi? Pour Aspinal Pavlovich, Aspinal, mais par contre, je pensais vraiment que ça allait pas rester un combat de striking. Je pensais que ça allait être un combat un peu plus orienté dans tous les aspects du MMA, c'est-à-dire le sol, la lutte, tout ça. En fait, ça s'est transformé en baston de pilier de barre, directement. Tout ce qu'on aime. Surtout chez les heavyweight, quoi. On adore. Donc, Sergey Pavlovich, alors petit récap, c'est une machine à KO, le mec. Je crois que depuis qu'il arrive à l'UFC, bon, il a pris une défaite contre Overeem, si je dis pas de bêtises, et après il a enchaîné les gros KO. Aspinal, il a eu un beau parcours, sauf un petit arrêt justement, il s'était blessé au genou contre Curtis Blade. Après, il a fait pas mal de changements, je crois notamment au niveau de sa team, etc. Enfin voilà, il a fait pas mal de choses qui ont bougé. Donc ce combat s'est mis en place pour remplacer Stipe contre John Jones. Et il y avait donc la ceinture intérim. Donc la ceinture intérim, c'est pas la vraie ceinture, c'est quand justement le champion en titre ne peut pas la défendre. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que justement soit Pavlovich, soit Spinal a gagné la ceinture intérim, après il combattra le champion qui a la vraie ceinture pour l'unifier. Alors moi, sur ce combat, ce que je voyais... J'espère que ce sera pas Stipe, puisque d'ici là, il aura 50 ans. C'est abusé, ouais, il est vraiment vieillissant, et franchement, ça va être compliqué. Je trouve que t'as un souci avec les gens qui ont un peu d'âge. Il est vraiment vieillissant, ça se voit physiquement qu'il est vieillissant. Dans 2 ans, t'as 30 ans, hein. Attention, je te rappelle. Voilà. Donc, sur Aspinal Pavlovich, moi, je voyais Aspinal vainqueur aussi. Je le voyais vraiment aller chercher le sol. Voilà, rester à distance avec ses kicks. Un
un petit peu d'échange en anglaise et attendre que Pavlovich rentre sur une séquence en anglaise pour aller le takedown, gros timing et puis après le travail au sol. Moi, c'était vraiment je pensais le game plan, tu vois. Exactement la même vision que toi sur ce combat. Et surtout, c'est que Pavlovich, il a touché Aspinal dès les premières secondes et Aspinal, il a freeze quand même. Hein. Il en a pris une grosse au menton. Et alors, je pense pas qu'il est rentré en mode ça s'est déconnecté et vas-y, j'y vais aussi. Mais ça a dû le faire réfléchir un peu sur comment aborder la suite du combat, quoi. Bah ça te réveille. Hein. On a vu Senegal, c'était pareil. Il avait l'habitude de pas finir ses combats par KO. Tu vois, c'était vraiment de la gestion de distance. Et quand on avait combattu contre Tai Tuivasa en France, il s'était fait sonner. Et ensuite, il a complètement mis KO Tai Tuivasa, qui était pourtant très résistant au KO à l'époque. Et c'est peut-être en partie parce qu'il a été sonné qu'il s'est mis un peu dans cette optique, dans ce mood. Ok, je pars à la guerre et je tape dur. Et peut-être que c'était le même cas pour Aspinal. Et alors, attends. Qu'est-ce qu'on nous dit? Baba nous dit, vous avez vu l'arrivée de Miocic, on aurait dit un papy qui fait une sortie. Je t'avais dit, j'ai pas menti pour le papy. C'est vrai, quand il est arrivé par l'entrée, justement, là où les fighters font leur entrée, je fais, ouais, enfin, on aurait dit, un ancien acteur, Clint Eastwood, machin, c'était... En fait, Miocic, c'est un petit peu le Joe Biden du MMA, en fait. Oh, putain. Il tient debout. C'est dur, ça. Non, il est vraiment fin de carrière. Et pour moi, son combat contre John Jones, c'est vraiment son dernier. Et après, il faut qu'il arrête, quoi. Carotte nous dit, Aspinal a pris un flash quand même. Le mec avait les mains au niveau de la taille pour les esquives, jamais vu ça. Ah oui, c'est vrai que quand il esquivait sur les séquences d'anglaise, Aspinal, ses mains se baissaient complètement et c'était des très grands mouvements de buste. Il y a dire façon bagarre World Star Hip Hop, tu vois. C'était. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont ce cliché de l'esquive avec les mains comme ça, comme Mike Tyson, tu vois. Ils se disent, faut esquiver, faire ça. Sauf qu'en fait, il faut savoir que plus tes mains sont proches de tes hanches, plus t'as de mobilité de buste. Donc forcément, il y a beaucoup de défauts à ça, parce que t'as la tête grande ouverte, mais t'es beaucoup plus mobile. Et on voit que Aspinal, il joue pas vraiment sur la défense pure, genre sur vraiment la solidité pure où il est ancré, il est posé. C'est vraiment du déplacement, de la mobilité, de la fluidité et de la vitesse. C'est ce qu'il a fait gagner d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on le voit esquiver un peu plus. Il a un style un peu plus aérien. T'as des combattants comme Pavlovich, tu verras pas faire ça. Tu verras pas esquiver rapidement, tu verras pas avoir les mains basses. Il va rester vraiment sur du classique. Ça fonctionne, c'est un style. Mais Aspinal, il évolue d'une manière qui est complètement différente. Il est beaucoup plus léger sur ses appuis, beaucoup plus en mouvement. Et c'est pour ça qu'on a tu vois les trucs devant les stations-service, les trucs gonflables qui parlent tous les temps comme ça, là. C'est une très grosse qualité d'Aspinal qui a été soulignée à plusieurs reprises. C'est son, je sais pas si ce terme existe, athlétisme. Ouais, je pense que c'est athlétisme qu'on dit. Hein. Le fait qu'il soit athlétique. Le fait qu'il soit athlétique, qu'il ait justement un footwork, un jeu de jambes, qui ressemble pas du tout à un footwork de heavyweight. Je dirais middle voire welter. Alors c'est vrai que quand tu esquives avec les mains très bas, tu peux faire des très grands mouvements de buste. Après ça t'expose les jambes sur les low kicks, etc. Exactement. Mais par contre, Pavlovich, c'est pas un gars des low kicks, hein. C'est juste des gros cartons avec des mains de 2 tonnes. Donc il allait pas profiter de tiens, il va esquiver, il a les jambes complètement exposées, allons lui mettre un calf kick ou un low kick, quoi. C'est ça. Après, on peut être surpris. Regarde Derrick Lewis, pareil, c'est pareil, c'est un gros sac avec des mains de 2 tonnes. Il a sorti un coup de genou sauté à son dernier combat. C'est vrai. Ouais, il fait des flying kicks aussi. Enfin, on sait jamais. On peut être surpris. Et donc, alors, ce combat, il avait été annoncé il y a 2 semaines. D'ailleurs, Aspinal le disait. Il a pris vraiment le combat en short notice total. En plus, dès qu'il est arrivé à l'entraînement, il s'est explosé le dos. Donc, il a dit au micro, en gros, j'ai pas eu de prépa. Il a dit qu'il était mort de peur pour ce combat. Ça a été vraiment le combat qui l'a fait le plus flipper depuis le début de sa carrière. Mais il a pris le risque et ça a payé, quoi. Alors, je pense que c'est temps d'avoir une grosse évolution, parce que justement, c'est ces combats où tu prends beaucoup de risques, où t'arrives, où tu te dis, oui, ça va être compliqué, ça va vraiment être un combat dur, et que t'arrives à surpasser les trucs, c'est vraiment là où ensuite, tu évolues le plus. Plus le combat est difficile, plus t'as la préparation un peu pourrie, plus t'as des preuves, plus tu performes derrière, en fait. Benoît, c'était un peu ça aussi. Il faisait des camps parfois, on l'a vu quand il avait son orteil qui avait explosé, c'était un camp pas terrible.
Il y a déjà eu des camps où c'était vraiment, pareil, pas excellent. Et en fait, derrière, tu performes de ouf et ça te donne de la confiance pour la suite. Donc, je suis curieux de voir comment va évoluer Aspinall. Déjà qu'il était très, très, très balèze en termes d'athléticité. Alors, j'ai envie de voir ce que ça va donner pour la suite. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Putain, il a pas pris Limitless. Ce soir, Gab, il invente un dictionnaire. Attends, j'ai pas le droit de dire les marques. Désolé, putain, pardon. Mais Aspinall, il a quand même pris du gabarit depuis sa blessure. Ouais, bah, comme j'ai dit, en fait, il a fait des changements de camp, etc. Il s'est vraiment attardé aussi, bah, sur sa condition physique. Il a pris beaucoup plus de muscles et tout ça, donc, il a changé et dans le bon sens, Il est revenu plus fort après sa blessure. Donc après, maintenant dans ce qu'on va appeler le title picture, l'image en gros de ce qui peut se passer dans la catégorie heavyweight. Alors, je vais te dire mon avis, tu vas me dire si justement t'es d'accord avec moi ou pas. Avant, Cyril Gane était justement dans le mix, dans la soupe, tu vois. Là, ce qui s'est passé en refusant de call-out Aspinall, qui était justement à l'UFC Paris, il était dans le public, en refusant de call-out et en disant non, moi maintenant je ne veux que le combat pour la ceinture, tout ça. Pourquoi tu rigoles? Non, je pensais quelque chose. En disant je ne veux que le combat pour la ceinture, Aspinall j'en veux pas, machin, etc. Est-ce qu'il s'est pas un peu tiré une balle dans le pied? Parce que maintenant, on a John Jones Miocic pour la vraie ceinture. On a Pavlovich Aspinall, donc qui vient de se passer. Mais maintenant, en fait, Cyril Gane va devoir faire un autre combat avant d'aller à la ceinture. Là, il s'est un peu grillé, non? Parce que peut-être que le titre intérimaire aurait pu être entre Aspinall et Gane. Son dernier combat, Cyril Gane, c'était contre qui? C'était contre John Jones, c'est ça? Non, il avait recombattu après, contre Sergei Spivak. Sergei Spivak, ouais. Ouais, donc c'est un combat qui est intéressant contre Sergei, mais c'est vrai que c'est pas non plus le genre de combat qui peut te faire pour moi accéder directement au titre. Ça aurait été bien qu'ils prennent, comme tu dis, Aspinall, ça aurait pu déjà être plus legit, mais aussi que pareil plus legit, John Jones plus legit, mais tu peux pas directement accéder au titre à pas avoir. Enfin, selon mon opinion, taper Sergei. Surtout que Sergei, il était, on va dire qu'il est en dentiste à l'UFC. Il gagne, il perd, il gagne, il perd. Ouais. Je pense qu'il est un petit peu obligé de passer justement par cette étape, de taper un gros nom, ou au moins de casser une hype, par exemple c'est d'Aspinall, pour ensuite retenter sa chance avec le titre. Parce que, attends, Gane, il est classé combien il est pas classé premier? Non. Je sais pas du tout. Dans le top 10, alors, top 10 heavyweight. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça si ça charge. Alors, heavyweight. Donc John Jones champion. Ah oui, c'est ça. Donc Cyril Gane classé premier de la catégorie. Ensuite, donc Pavlovich, Stipe qui est troisième, Aspinall donc qui est quatrième. Ah oui, il y a potentiellement ça ferait un gros combat et là, comme tu dis justement, un gros nom à taper, Curtis Blade. Ouais, très très bon test. Très très bon test et très gros défi pour Cyril. Parce que ça peut être son anti-jeu. En fait, Cyril, il a quand il combat contre des mecs qui ont très peu de mobilité, ce qui correspond à 95% de la catégorie poids lourd, c'est souvent il a une très haute intelligence de combat, une très bonne gestion de distance et ça suffit à déboîter les mecs, tu vois, à les sniper de loin et en fait à prendre le minimum de risque. Par contre là, et c'était aussi le cas pour Sergei, il est pareil, il est pas du tout mobile. Dès que le mec est pas mobile, par exemple Derrick Lewis, pareil pas mobile, il s'est fait sniper à distance. Par contre, dès que tu mets de la mobilité, ça peut être plus compliqué. Et Curtis, même si c'est pas non plus un mec qui est aussi mobile que Cyril ou que Aspinall, c'est quand même un mec qui bouge plus, un mec qui rentre dans les jambes, un mec qui met la pression. C'est pas un poteau. Ouais, c'est pas un poteau, quoi. Il a beaucoup d'armes et ça peut être un bon test pour Cyril. Mais c'est un combat sur papier qui peut être très chiant pour lui aussi. Alors attends, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je veux voir Gane contre Blades, mais il est blessé. Si Curtis Blades, il est blessé? Je sais pas. Je savais pas du tout. Il y a Grimsley qui dit Mathieu, c'est quand que tu masses quelqu'un dans la cage? Que tu masses quelqu'un dans la cage. Je masse. Que tu marbres si tu préfères. Ouais, je me suis pas prévu.
Il veut que ça sonne fan ou quoi, les gars? Non, normalement, mon projet d'actualité, en fait, j'aurais dû combattre en septembre pour la ceinture de l'Hexagone MMA. Malheureusement, je m'étais blessé, je m'étais arraché le ligament du coude. J'avais eu un léger déchirement osseux et une déchirure partielle du ligament du coude, donc une bonne période de récupération. J'ai de la chance, je suis pas passé sur le billard, mais juste une bonne période de récup. Et là, je suis opérationnel. Et la seule prochaine date sur laquelle l'Hexagone peut me placer pour la ceinture, c'est en février, à Dijon. Donc normalement, je serai sur cet événement. Février, à Dijon, Hexagone MMA. Vous savez quoi faire de votre samedi. Ceinture des 84 kilos. Ceinture des Voilà. 84. Voilà. Donc j'ai Il va fini falloir en fait se tenir très fort. récupérer ce qui m'est dû, j'ai que ça en tête, quoi. Alors, pété de rire, Mathieu, il a tout le temps envie de rigoler. Bah, je sais pas Tout si le c'est Et encore, tronche, c'est... j'ai dit que 10%. À la caméra, je dis que 10% de ce que je pense, donc t'imaginez pas les saloperies qui passent dans la tête, quoi. Oui, évitons, hein, parce que sinon on va prendre un ban définitif. Ouais, Donc... ouais, c'est vrai. Alors... ça serait bête. Alors, Baba qui dit, oui, il devait combattre contre Almeida. Ah, là-bas, c'était Blades contre Almeida. Et il a été remplacé par Lewis. Ok. Et ah oui, Almeida, donc, qui a call out Cyril Gane. Gane, Cyril Gane. Alors, j'anglicise un peu trop. Gain, c'est gain. À toi de voir comment tu te définis, hein. Ouais. Bah là aussi, ça ferait un très très gros test pour. Alors Blade, ça ferait un très gros test en lutte pour et en contrôle pour Cyril. Et Almeida, ça ferait un très gros test au sol parce qu'Almeida, il a vraiment un sol Et en lutte aussi, hein. De fou furieux. Ouais. C'est aussi un profil piège. Hein. C'est aussi un profil piège où il y a en fait qu'on n'a pas vu trop Cyril évoluer contre ce genre de profil. Le seul profil un peu lutteur bon niveau qu'a pris Cyril, c'était John Jones. Ouais. Bon, malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais c'est vraiment John Jones, c'est comme l'élite de la lutte. Là, ça aurait été bien d'avoir des profils intermédiaires avec Curtis ou Almeida pour ensuite voir si c'est envisageable un potentiel rematch contre John Jones. Ça aurait été intéressant de faire ça. Puisque la défense de lutte, c'est ce qui avait pêché dans le combat contre John. Voir sa progression sur des profils qui sont dangereux en lutte, comme les deux que tu as cités, ça pourrait être intéressant et surtout être rassurant quant à son avenir, quant à son potentiel combat contre John. Ok. Alors, maintenant on va enchaîner pour le main event, sur le main event, pour la ceinture vacante des 93 kilos, donc entre Jiri Prochazka et Alex Pereira. Alors, Jiri, lui, revenait d'une très grosse blessure à l'épaule. Ouais. Les docs de l'UFC, même Dana White, tout ça, avaient dit ouais, c'est vraiment vraiment sale. Il est resté combien de temps sans combattre? Je crois 1 an et demi, au moins. Ouais, le temps. Ouais. Je sais même plus sur son dernier combat, c'était une Glover. Je sais plus. Non, peut-être pas 1 an et demi. Ah non, je pense, comme ça. Peut-être même un petit peu moins. Hein. Si vous savez dans le chat, il y a combien de temps il a combattu, je veux bien la réponse. 4 muscles déchirés. Ouais. Donc contre Alex Pereira, Pereira qui revenait d'une victoire contre Jan Blachowicz, ancien champion des 93 justement à l'UFC. Alors Pereira, double champion du Glory en kickboxing, intronisé justement au Hall of Fame du Glory. Il a KO'té Adesanya pour capturer la ceinture des 84 kilos. Après, dans le rematch, il s'est fait KO'ter et la ceinture est passée à Adesanya. Il est monté de catégorie. Et il a donc eu sa chance pour le... Alors, Justicaro... La dernière fois qu'il a combattu, c'était le 12... Juin. Merci. 12 juin 2022. Voilà, donc... ah ouais, t'as raison, quasiment 1 an et demi. Quasiment 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Passe vite, hein. On rajeunit pas. Surtout toi. Et la chance, je peux rien faire contre toi. Donc, voilà, ce combat était pour la ceinture vacante. Alors, moi, je kiffe les deux combattants. Franchement,
Pereira même en fait dans les interviews, quand Pereira il est arrivé à l'UFC, c'était le mec vraiment genre froid, zéro émotion, etc. tout ça. Et là en fait tu vois quand même que c'est un gars tranquille. Le mec va quand même porter une veste en jean Pikachu, tu vois. Il va faire Pika Pika. La son Pikachu. Pika Pika. Ouais non mais tu fais des cauchemars quoi. Ah ouais tu fais des cauchemars. Et donc même, tu sais, je sais pas, ça tranche tellement avec le personnage qu'il en devient kiffant, tu vois, vraiment kiffant. Et puis même, on a pu voir les interactions après avec Sean Strickland, donc il est parti s'entraîner avec lui. Ouais. Enfin, vraiment cool. Et puis surtout, c'est qu'il propose des beaux combats. Sa rivalité avec Adesanya aussi, ça l'a fait grossir de ouf. Cool. Et Jiri, Jiri, c'est qu'il a un style qui est wild, enfin qui est complètement sauvage, donc ton jumeau maléfique, parce que et j'ai regardé une vidéo sur le sac de Jiri, j'étais là, je fais mais ils ont la même stance, la même garde, les appuis bas, les jambes écartées, la façon dont ils envoient et tout. C'est désert. J'étais parti m'entraîner avec Volkan, tu sais, en Suisse, juste c'était après son combat contre Jiri. Puis il m'avait vu boxer et tout, et puis pareil, il a vu mon physique, il avait dit en fait, si je fais une revanche contre Jiri, je te mettrai dans le camp, parce qu'en fait t'es le même. Il y a beaucoup de gens qui disent que je lui ressemble, mais tant que j'ai pas les cheveux, moi ça me va. Ah, c'est vrai que non mais il y a des airs. Hein. Il y a des airs, mais c'est à cause de ça là, les gros joues que tu vois là, et parce que j'ai les yeux enfoncés aussi, et on a tous les deux les mêmes traits. Mathieu fait la même coupe que Jiri. Non, allez vous faire. Ah non, c'est pas impossible, ça se fera jamais. Alors moi là pour une fois j'ai fait un prono rationnel. D'habitude je fais toujours des pronos de cœur et à chaque fois je me foire totalement. Là mon prono de cœur c'était Pereira par KO et mon prono de raison c'était donc Jiri par KO. Aussi pourquoi Jiri par KO, parce que on a vu que Pereira il s'est déjà fait allonger. Il a quand même des trous dans sa défense. Est-ce que t'es en train de faire du tambour avec ta baguette ou... Non, oui, je rien de... Mathieu aussi, il gueule tout nu dans des forêts à -5 degrés. Ça, je sais pas. Ça m'arrive, ouais. Occasionnellement. Et voilà, donc à Pereira, on a vu qu'il avait des trous dans sa défense. Jiri, comme il a il a un style de combat très atypique. Il a des angles, des changements de garde aussi. Il switch de garde vraiment très très bien. Et voilà, il va attaquer vraiment sur des choses qui sont totalement atypiques, quoi. Donc moi, je voyais justement Jiri plus KO. Alors Jiri a un sol quand même supérieur à Alex. Après, c'est vrai qu'Alex, il est en soi, il est unidimensionnel. C'est striking et c'est tout. Est-ce qu'il a essayé d'aller chercher? Il a pas essayé d'aller chercher un takedown contre Adesanya. Il avait lutté un petit peu. Il a pris un takedown. Ouais. Et non, je dis des bêtises. Et donc voilà, moi je voyais Jiri donc vainqueur sur ce combat. Je voyais un deuxième round. Alors après, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc sur la physionomie du premier round, il y a eu des beaux échanges en striking. On a vu que Pereira a éclaté la jambe à Jiri. Ouais. Et ça, c'est un défaut qu'on avait remarqué déjà sur Jiri quand il était au Rizin. Au Rizin, il avait combattu contre un gars, il s'était pris 3 ou 4 calf kicks d'affilée. Bon, ça va, il l'avait KOté juste après, mais il était déjà marqué à la jambe, il avait pris beaucoup de dégâts. Sauf que Pereira, en termes de low kick, c'est un des meilleurs de l'UFC. Ces low kicks qui sont quasiment invisibles, ils sont très très durs à voir. Et les dégâts, ils sont faits immédiatement. C'est-à-dire, après un low kick, j'ai fait, ah ouais. En fait, là, il est pas du tout préparé pour les calf kicks, quoi. Il a aucune défense. Et ce qu'on a vu, il avait absolument aucune défense pour les calf kicks. Il a fait que les prendre. Dans quel orga t'as dit Origin. Horizon. Je sais pas. Rising. Horizon. Horizon. Ouais, non, comme tu dis, il a Pereira, il y a des low kicks qui sont pas du tout téléphonés. Ça part, il y a pas d'appel du corps, etc. Ça part, et puis là, c'était vraiment calf kick, ça l'a anesthésié, je pense, hein. Ouais, et on l'a vu directement. Dès le deuxième, il me semble, il avait pris même un knockdown, il était tombé, il avait été projeté au sol en prenant le low kick. Ouais. Et donc,
Après, il a collé contre la cage, takedown. D'ailleurs, Pereira avait une guillotine. Franchement, la main, comment elle était remontée. Je fais, il y a peut-être moyen Yep. parce elle est bien engagée. Et bah, du coup, après, il y a probablement, je sais pas, peut-être pas cru ou quoi que ce soit. Et Jiri a takedown, contrôle. Il n'y a pas eu plus de travail que ça de la part de Jiri. Après, même les Joe Rogan, Cormier, tout ça disaient que Pereira fait du bon travail quand il s'agit de bloquer au sol, tu vois. J'ai surtout vu que Jiri, il n'était pas très performant en attaque en sol. Il était vraiment bloqué dans ses positions. Il n'arrivait pas à progresser. Et Pereira, il faisait vraiment du basique. Mais c'est là qu'on voyait les limites quand même de Jiri au sol. En termes d'attaque, ok. Même, tu vois, son attaque en lutte, elle était quand même beaucoup basée sur la force. Très peu Ouais. sur la technique. Et même au sol, tu voyais, c'était pareil. C'était pas beaucoup de technique, beaucoup de force. Et pas beaucoup de fluidité dans ses attaques. C'était vraiment du basique. Et il se faisait contrer par du basique un petit peu mieux travaillé. Vous le donnez à qui le premier round? Jiri, je dirais avec le contrôle au sol et puis son amener au sol et son contrôle. Après, en termes de dégâts, c'était Pereira, il était un petit peu devant avec les calf kicks. Et Mais dans mes c'est vrai qu'il souvenirs, a touché en anglaise, Jiri, de temps en temps. ouais. Alors, en premier round, dans mes souvenirs, c'est ça. Il était pas très actif en anglaise, comment il s'appelle? Pereira, il était pas très actif en anglaise, alors que Jiri, il touchait un petit peu. Plus t'amener au sol, pour moi, ça peut-être suffit à remporter le premier, mais de justesse. Mais j'aurais pas été surpris de voir l'inverse, parce qu'il a fait plus de dégâts quand même, Pereira. Et donc, au deuxième round, alors sur un échange assez sauvage, enfin en dirty, voilà, c'est rentré. Pereira a connecté d'abord avec une droite et après avec un gauche, mais Pereira, il a vraiment pas besoin de distance de points pour faire des très gros dégâts, quoi. Là, la Ça, frappe, elle a dû parcourir genre ça. Elle s'est écrasée dans le menton de Jiri et Jiri, il a drop comme ça, quoi. non, mais un bon crochet, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de distance, hein, ça se fait vraiment relativement court. C'est pour ça on voit beaucoup, par exemple, de KO dans les clinches avec des crochets. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de séparation, hein. Surtout quand t'as des petits bras. Pereira, c'est pas non plus une allonge de malade. Et il travaille très très bien en crochet. Et il a pas besoin de beaucoup d'espace. Et comme tu dis, ça suffit à cibler le menton. Une fois que t'es sur le menton, espace, pas espace, le mec il tombe, hein. De toute façon, Pereira, il est connu justement pour son crochet gauche qui foudroie totalement. Alors, il y a Grimsby qui dit « Quand Mathieu prononce un mot anglais, un anglo-saxon meurt dans le monde. » C'est ma façon de leur faire payer la guerre de temps. En mi-distance, Pereira, il est trop dangereux. Il est dangereux, mais il s'expose aussi. Mais c'est vrai qu'il est quand même très très dangereux. Alors ensuite, on va arriver sur le point chaud justement de ce combat, c'est l'arrêt. Justifié, 100%. J'ai vu la polémique qui disait que Jiri il aurait pu continuer. Même Jiri, après après avoir pris le KO, il a dit il a été justifié. Dans la cage. Ouais. Il aurait dit, parce qu'il y a une autre interview et il y a une autre interview là qui est sortie, genre je sais, j'ai pas regardé justement, mais il parlait par rapport à ce stoppage. Moi j'ai vu sa petite vidéo sur son Instagram où il disait en gros il aurait pas été contre 2 ou 3 secondes en plus, mais il a dit que Marc Goddard avait raison. Donc si lui il affirme, je pense que c'est quand même c'est honorable de sa part. Jiri, il est très dans le martial, dans le droit, etc. Donc je sais même pas s'il ira faire des propos polémiques, tu vois. C'est ça. Comme qu'est-ce qu'il peut y avoir eu comme arrêt trop tôt, où les mecs ils pètent les plombs. Enfin ouais, on en a déjà vu. Ouais. C'est vrai qu'au moment où Jiri tombe, parce que Pereira, donc alors Jiri est revenu dans les jambes de Pereira. Pereira donc a commencé à faire un travail d'abord de frappe avec les poings, puis après avec les coudes. On l'a vu donc s'écraser, aller directement monter sur Jiri, et c'est là où Marc Goddard, dans la chute, avant même que Jiri vienne s'écraser totalement, arrête le combat. J'aurais quand même voulu voir au moins 2-3 secondes. Surtout quand c'est pour un combat pour le titre et avec des mecs qui sont déjà passés par des guerres, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'il avait pris plus de dégâts dans ce combat contre Glover et il était revenu. Donc Jiri a l'habitude de faire ça. Pareil, dans son combat contre Volkan, il s'était fait knockdown 2 ou 3 fois. Donc c'est un mec qui a de prendre des downs et de réaccélérer après. Après, bon, Marc Goddard, il a quand même une sacrée expérience, hein. Il a fait très peu d'erreurs dans sa carrière. Pour le coup, c'est vraiment un arbitre il est pas parfait, mais il a fait vraiment très peu d'erreurs. Pour moi, c'était pas une erreur. Si c'en est une, elle est vraiment pas flagrante.
C'est vraiment l'histoire de 1 ou 2 secondes. C'est vrai que ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, on aurait bien aimé voir, mais c'est pas non plus une calamité, quoi. Comme on a pu voir, par exemple, sur le combat de Ankalaev contre le Roumain, Ion. Yon côté là-bas, ouais. Ouais, alors ça, c'était vraiment une catastrophe, par exemple. Tu vois, ça, Ouais. c'était vraiment un arrêt mais là, c'était vraiment pas un arrêt catastrophique, c'était un arrêt qui était quand même justifié. Il y a Baba qui dit, moi je trouve que genre Jiri, on l'a déjà vu en difficulté, ouais, comme tu disais, donc il pouvait le laisser un peu. C'est vrai que on reste sur notre fin, mais est-ce que on peut dire, enfin, je sais pas toi de quoi t'es partisan, tu préfères un arrêt prématuré ou un arrêt tardif? Alors, quand je suis dans la cage, je préfère un arrêt tardif. C'est à l'extérieur, quand tu vois les gars, t'as pas envie qu'ils prennent de dégâts, donc tu te dis, en fait, le mieux c'est l'arrêt parfait, mais c'est vrai qu'il vaut mieux arrêter un petit peu trop tôt qu'un peu trop tard, quand même. Parce que bon, les dégâts que tu prends, ça peut détruire ta vie. Alors que si on t'arrête plus tôt, bah, écoute, le combat il est perdu, mais tu pourras combattre quand même plus tard. Alors que si tu prends 2, 3 patates de trop, bah, ça peut être la fin, quoi. Ça va très très vite. Dites-nous dans le chat justement votre avis par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous préférez voir, je vais pas dire des combats qui s'éternisent un peu trop en termes de stoppage, ou vous préférez voir voilà comme il s'est passé ça. Donc Alex Pereira maintenant double champion de l'UFC après avoir fait donc double champion du Glory. C'est juste incroyable. Il a fait un call out. Hein, Il a pas de ceinture, alors. enfin, il a été, Ouais, non, il a eu 2 titres il a été dans le. champion dans 2 catégories différentes. Il les a pas en même temps parce que là, c'est Sean Strickland qui a la ceinture. Ça pourrait refaire un bon combat Strickland contre Pereira. Après, maintenant qu'ils sont devenus Non, il potes, arrête. Ouais, et puis il arrête de descendre en 84. Il a dit qu'il stoppait. peut-être Strickland peut monter. Bon, après, il est déjà monté de welter, Ouais, middle. je pense pas que ce soit le poids naturel. Je pense qu'il est quand même plus balèze de Pereira que Strickland en physique pure. Ouais. Et ouais, Caro, comme tu dis, à la fin pendant l'interview justement avec Joe Rogan, Pereira a dit à Adesanya, comme to daddy, viens voir papa dans la KT 93, quoi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. C'est sympa. Donc, C'est pas le truc qui me... Mais ça peut être sympa. franchement, alors cette carte de l'UFC 295, bah comme John Jones justement n'était plus dessus, elle avait été vivement critiquée, mais pour moi ça a été une soirée de feu. Et franchement, les combats de la main card, Elle s'est révélée être excellente. C'était pareil. En toute honnêteté, le combat John Jones Stipe ne me hypait pas trop, parce que je te dis, je voyais vraiment Stipe un peu à bout de forme, alors que John Jones, bon bah, il a tellement pris de produit que même à 60 ans, il sera encore en pleine forme. Donc, alors que Stipe, il était vraiment plus sur la fin de carrière. ouais. Donc, je voyais pas tellement comme un challenge pour John Jones. Alors que le combat là, Pavlovich contre Aspinall, c'est un combat où tu dis, ah ouais, là, il va y avoir le feu, là. Là, les deux sont chauds, ça peut partir dans les deux directions. Et si tu devais mettre une note sur 20 à cet événement, combien tu mettrais? 20 sur 20, parce que Benoît, il a gagné directement. Ah, obligé. C'est rapide. Et toi, comment tu mettrais? Un bon 18 sur 20, ouais. Un bon 18 Et je sur parie que les 2 points en moins, c'est parce que t'as perdu ton pari avec le pas de taille. 20. Exactement. Putain. Dites-nous ouais, si vous avez bien apprécié justement cette carte de l'UFC 295. 20 sur 20 avec la discussion avec Gab en même temps. Ouais. On a échangé des petits messages, Icaro, c'est vrai. Parce que pour une fois, j'étais dispo sur mon téléphone. Bordel. Prochain événement qu'il va y avoir, c'est l'UFC 296 entre Colby et Leon Edwards. Ouais. Très gros main event. Est-ce que tu as un petit avis là-dessus, toi? Moi, j'aime bien Colby, j'aime bien le personnage, le provocateur un petit peu, et provocateur à la caméra, et quand tu vois derrière la caméra, ce mec, c'est un mec très très bien, très très humble et très très honorable. Ouais. Et dans la cage, il fait des guerres. Donc franchement, je tiens pour lui. Après, Edwards, pareil, hein. Edwards, il a jamais rien eu à dire, mais j'ai une petite référence pour Strickland, pour Covington quand même. Parce qu'ils se ressemblent un peu, c'est les mêmes, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des grandes gueules. Les grandes gueules Ouais, américaines. Ouais. Moi, j'ai kiffé, même si Aspinall a ruiné mon pari.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui te font lever à 4 heures. Benoît nous fait lever à 4 heures. Enfin, moi, je dormais pas encore, mais... Alors moi, c'est perpète que je me suis, ça m'étonne pas, ça. Perpète que je me suis pas levé à 4 heures, ça doit faire des années et des années, et c'était pour Benoît, hein. Il y a Shavkat Rakhmonov. Ah oui, c'est vrai. Et il prend qui, d'ailleurs? Shavkat. Alors là, je sais pas qui il prend. Ah, il prend pas Stephen Thompson? Ah, si, probablement. Ah, ça va être chaud pour Stephen. Bah, c'est que... Oui, Shavkat est beaucoup plus complet que... Bon, il a peut-être pas un striking au niveau de Thompson, mais Non. après, tout ce qui est lutte, etc., en MMA complet, on va dire... Oui, il faut pas lutter avec le striker, je pense. Ouais. Ils vont striker entre eux, hein. Ça va être vraiment la bagarre de la technique pure du karaté contre le style agressif et ultra violent de Shavkat. Donc ouais, ça va être encore un super bel événement. Je sais que je crois la date, c'est le 16 décembre, si je dis pas de bêtises. Ou un truc comme ça, fin décembre, donc... Et je ne sais même pas d'ailleurs où ce sera. Je sais pas si c'est aux États-Unis ou... Alors je vérifie juste en vitesse avant de passer donc aux petites news suivantes. UFC 296. Attends. T-Mobile Arena, c'est à Vegas. Ouais, c'est ça, c'est à Vegas, ouais. Le T-Mobile Arena, c'est à Vegas. Ah, je sais pas du tout. Ouais. Ouais, bah sur la carte, oui, donc il y a... Ah oui, aussi combat pour le titre flyweight entre alors je sais pas comment ça se prononce, Pentoja. Non, c'est un élève de Daniel. Oh, c'est un élève de Daniel. Ouais, Daniel, il avait... je sais plus s'il avait fait une ceinture avec lui. Je crois qu'il avait fait une ceinture avec lui. D'accord. Même quand il a pris la ceinture Pentoja, c'est ça? Ouais. Ouais, et quand il a pris la ceinture... Moreno. Il avait fait une vidéo avec Daniel en disant c'est grâce à toi cette ceinture, je te la dédie et tout ça. Il est partout. Ouais, il est partout. Bah, il faut saluer son travail aussi, hein. Ouais. C'est... Gros CV de France en MMA, et de très loin, et franchement, un travail de ouf. Et voilà, juste pour revenir, petite expérience personnelle, donc bon bah toi tu es l'élève de Daniel, donc tu connais depuis un très long moment. Moi j'ai suivi son travail depuis assez longtemps, mais c'est donc la première fois que je l'ai rencontré à Bayonne, et expérience de dingue. Humainement, pédagogie, tout ça, donc je tiens vraiment à saluer le travail de Daniel. Un travail de ouf dans l'ombre. Et là, petit à petit, la lumière, elle apparaît sur lui, c'est très bien. Parce qu'il était, au Brésil, il était vraiment super connu, hein. C'était vraiment un énorme coach. Et le fait de voir qu'il devient de plus en plus populaire en France, ça fait très plaisir. Parce qu'il est pareil, c'est quelque chose qu'il mérite. Et Totalement. voir la lumière petit à petit sur lui, bah, que du bon. D'ailleurs, il cherche des sponsors. Si jamais vous voulez sponsoriser un coach français, ultra haut niveau, n'hésitez pas. Daniel Voirin sur Instagram. Voilà, le message est passé. Donc Pentoja va affronter Brandon Royval. Ah oui, alors après il y a ce combat lightweight qui ne fait que très peu sens pour moi. Tony Ferguson contre Paddy Pimblett. Oh là là. C'est vraiment, je pense, de relancer un petit peu la machine et Pimblett. Après, si Ferguson y crée la surprise, ça m'étonnerait, il est pas assez là, il est plus en forme assez pour tenir contre Paddy, je pense. Ça m'étonnerait qu'il arrive à tenir. Et ah oui, juste avant de passer à la news suivante, justement, il y a le combat welter entre Vicente Luque et contre Yann Gary, l'Irlandais là. Ouais, c'est un bon combat. Équilibré. Ouais. Et très gros test aussi pour Gary, donc qui va peut-être confirmer sa hype autour, mais à voir quoi. Il a gagné sur son dernier combat par KO sur la kick contre Rodriguez. C'était Rodriguez qu'il avait affronté ou Ney Magny. Il a combattu derrière. Ouais, contre Ney Magny, ouais, si je dis pas de bêtises. Alors, on va enchaîner. Donc là, il nous reste 4 petites news à voir ensemble avant de terminer ce live. Alors, à savoir, l'annonce de combat entre notre Français Taylor Lapillus contre Farid Basharat. Taylor, donc, qui sort d'une victoire à l'UFC Paris. Farid, lui, qui est invaincu, qui est à 11-0. Alors,
pareil, si je dis pas de bêtises, je crois que Bacharat, ils sont 2 frangins à l'UFC. Ouais, c'est ça. Ils sont 2 frères. On avait fait le coaching de Benoît au dernier UFC Paris. On a fait le coaching de Benoît. On était avec eux pour le coaching. Ok. Et Ils combattent en famille, ils font coaching en famille, ils font tout en famille. donc, selon toi, ce combat, Bah, au vu de la performance de Taylor sur le dernier UFC Paris, franchement, il a un niveau exceptionnel. Je l'avais pas trop suivi avant l'UFC Paris. C'était la première fois que je le voyais combattre. La première fois que je voyais un de ses combats en fait à l'UFC Paris. Il a franchement un très très bon niveau. Après, les frères Bacharet, pareil, techniquement, ils sont très très bons aussi. C'est des noms. ils sont durs. Ils sont Ouais, durs. c'est des noms. C'est pas des mecs random. Tu les bats. T'as quand même battu un gros nom. Donc c'est un bon test pour Taylor pour se relancer, relancer la hype. Il va juste dû relancer on va dire, relancer un début de hype avec l'UFC Paris. Là, s'il peut confirmer cette hype en tapant une grosse tête comme Bacharat, ça va péter. Et donc, c'est pour le 13 janvier 2024. Pourquoi tu rigoles? Non, j'ai eu un flashback de, va péter, péter. C'est pour le 13 janvier 2024. Je sais pas si c'est cette date-là ou si c'est un peu plus tard dans le mois qu'il y a justement Strickland contre Duplessis. Attends. Je sais pas dire. Non, c'est plus tard. C'est la semaine d'après. Donc voilà. Je pense que c'est peut-être un UFC Fight Night d'ailleurs. Je crois. Je pense pas que ce soit un UFC numéroté. Mais voilà, gros test pour Taylor. Donc Bacharat, on le répète, il est invaincu. Il avait fait la rentrée à l'UFC par le Dana White Contender Series. Il a eu 2 combats ensuite, 2 victoires. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez vu avec qui s'entraîne Ferguson? Ouais, avec David Goggins. Oui, Ouais. David Goggins. Ça montre un peu le niveau de la de combat, quoi. Goggins, il avait dit, on s'est entraîné pendant je sais plus combien d'heures à base de 1 milliard de pompes, de machin, de burpees, de ceci, de cela. Bon, Tony Ferguson, c'est un personnage, hein, on le voit faire des sauts au-dessus de boxe, de crossfit et tout. Enfin, c'est kicker des poteaux en métal, etc., etc. Il fait n'importe quoi. Voilà. Ensuite, donc news suivante qui a été annoncée. Le combat pour la ceinture middleweight entre Sean Strickland et Dricus du Plessis, justement. Donc notre Africain préféré, Dricus du Plessis. Après Adesanya qui avait dit tu n'es pas africain. Ouais, gros trash talk entre les deux là, ça a pas été très très cool. Ouais, ça a vraiment mis dans l'ombre un petit peu Adesanya, on va dire que ça plus sa défaite, ça l'a vraiment mis dans l'ombre parce que les gens se sont rendus compte que c'était une immonde ordure en fait. Et je l'aime toujours bien Adesanya, ouais. Il aime les mangas. Ouais, voilà, et on va dire c'est ce truc, voilà. C'est le truc qui le rend humain, mais bon, il se met aussi comment ça s'appelle là, des trucs sur les ongles là, comment ça s'appelle, du gel ongle, du vernis, du gel ongle, alors c'est ce truc là, je vais le faire un réel, je vais le faire en boucle, du gel ongle. Je connais pas, moi j'en ai jamais eu ça. Et moi non plus, mais c'est pas possible. J'avais oublié. Le pire, c'est que ma sœur, elle a dit ça, sa propre boîte, justement, de Oh ça, là là, c'est honteux. de gel ongle. Du gel ongle. Voilà. Waouh. Donc, Tout ça pour dire que c'est ordure. voilà. Donc, Strickland a fait une masterclass, justement, contre Adesanya, pour s'emparer de sa ceinture. Il avait fait. Ça a été un upset de dingue parce que Strickland entre guillemets, alors c'est gros trash talk, grosse bouche. En termes de personnage, alors c'est quelqu'un aussi qui est vraiment sans filtre, qui dit tout ce qu'il pense, il s'en bat totalement. Et d'ailleurs, ça apporte un air frais, un air nouveau, et c'est plutôt cool, je trouve. C'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu le mec qu'on n'attend pas, genre le prolo, le gars full dépression, full troubles mentaux qui arrive et qui content, tiens, quand il tient des propos, ouais, j'aimerais bien tuer quelqu'un dans la cage pour de vrai, tu vois, c'est... Ouais, ça, c'est de la merde. Mais voilà, c'est un personnage, mais c'était... Ouais. Je pense que l'UFC s'attendait quand même vraiment pas à le voir avec la ceinture sur l'épaule.
Ouais, je pense aussi. Je pense qu'ils sont surpris. Mais comme tu dis, ça apporte un vent de fraîcheur parce que justement, c'est un monde quand même où il y a beaucoup entre guillemets d'hypocrisie, où t'as beaucoup en fait d'apparence. Mais Strickland, il en a rien à faire. Ça veut dire apparence ou pas, qu'on se moque de lui, qu'on l'adore, il s'en fout. Et ça fait du bien de voir quelqu'un qui parle sans filtre, qui parle vraiment toujours ce qu'il pense, même si parfois pas les paroles les plus sensées comme celles que tu viens de dire. Mais hein, ça fait plaisir parce que tu sais que t'as pas à décrypter ses messages, tu sais qu'il n'y a pas de message caché, tu sais que ce qu'il dit, c'est chaud, droit au but. Comme la droite qu'il a mis à Adesanya. Directement tout droit. Ouais. Magnifique cross. Donc, C'était magnifique. alors contre Dricus Duplessis. Dricus, je crois qu'il sort d'une victoire. C'est pas contre Robert Whittaker, TKO. Voilà, attends, Si, je dis des conneries. ouais, Si. ouais, et je le voyais pas gagner. Moi, j'aurais mis Robert quand j'ai appris le combat, je voyais Robert gagner. Et en fait, waouh, il a fait une performance de fou le Dricus. Hein. Après, alors, franchement, hormis ce combat-là de Dricus, j'ai pas regardé d'autres combats. J'ai Alors, jamais vu il de avait combat. combattu aussi à l'époque, j'avais vu quand il combattait au KSW. Il avait combattu contre le champion middleweight du KSW, comment il s'appelle? Un Croate. Roberto Soldic. Ok. Il avait combattu plusieurs fois contre lui, il avait gagné une fois, il avait perdu une fois, et je me sens qu'il a pris la ceinture du KSW. Et il avait franchement super balèze. Et à l'UFC, je sais qu'il avait tapé d'autres personnes, mais je sais plus qui. Je Ce saurais plus te dire. combat, un petit prono ou pas? Euh, assez compliqué à pronostiquer, mais Strickland. Strickland? C'est quoi Ouais, les je sais pas. grosses armes à Duplessis, par exemple? Est-ce que c'est sa lutte? Est-ce que son cardio? Alors, il a un striking pas orthodoxe du tout, mais qui fait très mal. Il a quand même à coucher des mecs. Il a une bonne lutte. Il a un sol où il contrôle bien. Et il a un cardio qui est doutable. Tu peux douter un petit peu de son cardio, mais apparemment, il avait des soucis de santé au niveau du nez qui l'empêchaient de respirer correctement. Là, apparemment, c'est réglé. Donc, apparemment, il a un bon cardio, mais bon, je suis pas sûr que Ça ce existe, soit... doutable? Comment? Doutable, ça existe? Doutable. Doutable. Oui, ça existe. Ça existe. Ah, apparemment, Oui. ça existe. Ah. Doutable. Ok. Ouais, bah Strickland, il peut ressortir un upset à nouveau. Enfin, je sais même pas si Exactement. c'est considéré comme un upset. Là, j'ai pas regardé s'il y a des potentiels codes qui sont déjà sortis sur ce combat, s'il est mis Pareil. en underdog ou s'il est mis en favori. Euh, alors, Grimsy qui dit, il est raide comme un Playmobil, Duplessis, mais tape comme un Ouais, Polonais. ouais, exactement. J'aime bien cette expression. Un cardio douteux, pas doutable. MDR qui nous dit. Écoutez, j'ai pas encore mangé. Il y a bien quelqu'un qui va parler d'athléticité dans mon... Je suis quasi sûr que ce mot il existe, hein, attention. Allez, moi, je pense qu'il existe, ouais. En anglais, Athleticity. Ah, donc ça se dit pas en français. Et écrit doutable pour voir. Doutable. Excuse-moi, tu sais, je suis déjà sur le fuseau horaire des États-Unis, tu vois, hein, dans mes horaires. Donc, alors, Écrit doutable. doutable, douteux dont on peut douter. Alors. Ok, my bad. Désolé. Voilà. Alors, ensuite, les deux dernières news donc, ont été annoncées. Le combat pour la ceinture des featherweight entre Volkanovski et Ilia Topuria. Ah, Le bon combat. 17 février 2024. Alors, Topuria invaincu, 14-0. Volkanovski, donc, qui sort de son rematch face à Makhachev qui a perdu donc par KO, TKO, Ouais. arrêt de l'arbitre, oui, c'est ça. Il ressort avec un gros mal de tête. Il a pris un gros high kick plein de poire sur le haut du crâne. Dès le premier round, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Premier, ouais. Et bah, il se remet en selle quand même assez vite, hein, je veux dire, après une grosse défaite comme ça. Mais après, il l'avait dit dans une interview, d'ailleurs, c'est que quand il est pas en camp d'entraînement ou voilà, qu'il n'y a pas un combat, etc., machin, il est pas bien, le mec. Volkanovski, Ouais. il est pas bien. Il y a des gens comme ça. Et donc voilà, il s'est remis en selle directement et il affronte un mec, je veux dire, qui est presque voire autant dangereux que Islam, quoi. Du coup, avec les Ouais. points. Ouais. Parce que Profil très Topuria, technique. il frappe très 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 fort Topuria. Il frappe fort, il a un bon sol, il a une bonne lutte, c'est un combattant où tu sais que tu prends beaucoup de risques, tu sais que ça va être un combat dur, en fait. Il a des bonnes
variation de niveau justement entre corps-tête, corps-tête, corps-tête. Il met des gros crochets foie. Et voilà, c'est vraiment un prétendant legit pour la ceinture de Volkanovski. C'est ça, après, la question à se poser, c'est après une défaite comme il a pris face à Islam, comment est-ce qu'il va revenir? C'est ça. T'as des gens, après avoir pris une défaite comme ça, c'est un peu un lancer de pièces, hein. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont être motivés, ils vont être à fond de balle. T'en as d'autres, en fait, c'est le début de la chute. Donc, il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'attendre le combat. Parce que c'est propre à la personne. En cardio, Topuria, il est comment? Il me semble qu'il finit quand même la plupart de ses combats assez tôt donc je sais pas Il si, n'a pas été encore mis à l'épreuve justement sur... moi j'ai pas vu de combat, il a été mis à l'épreuve, mais j'ai pas regardé tous ses combats. Okay. Donc, la question, c'est est-ce que Volka va pas avoir le syndrome de Ousmane après son gros KO? Voilà. Bah, comme on disait, ouais. Ousmane, par exemple, il a très bien pris son KO, et ben, on le voit, il a beaucoup de mal à s'engager, Plus hésitant, ouais. Beaucoup plus hésitant sur tous ses combats. Sur son deuxième combat contre Edwards, sur son combat contre Hamzat, il est hésitant dans les deux cas. Donc, après, voilà, Volkanovski, c'est cardio machine, c'est beaucoup de déplacements. Je pense quand même pouvoir dire, malgré le KO qu'il a pris, qu'il a un bon menton. Il a un bon menton, bonne lutte, enfin il fait des très belles transitions, etc. Donc plus complet sur le papier que Topuria, mais voilà, Topuria, main lourde, comme tu dis aussi, bah bonne lutte, tout ça. Donc petit prono sur ce combat. Ouais, moi je le vois devant, je vois devant aussi Volkanovski. Je vois légèrement devant Volkanovski. Donc tu verrais vainqueur sur ce combat? Légèrement, mais je mettrai pas ma main coupée, quoi. Est-ce que tu mettras un pas de taille en jeu? Non. Non. Je reste sur ma victoire. Alors, 3 rounds, il s'est réveillé contre Ramzat, il doutait trop de lui avant. Ouais, bah c'est vrai que Ousmane, en parlant d'Ousmane, sur les 2 premiers rounds, il était assez frileux sur les échanges. Dès qu'il a commencé à toucher, ça a été un peu différent, mais ouais, c'est vrai qu'à vivre vraiment un très très gros KO où t'es out cold complet. Non. Voilà, comme je pense, je sais pas, tu reviens de blessures, de très grosses blessures, t'as toujours une petite appréhension sur est-ce que je reforce dessus ou pas, quoi. C'est ça, c'est exactement. Et la dernière news pour ce soir, donc le combat 61 kilos entre Marlon Chito Vera et Sean O'Malley, le rematch. Ça me hype, ça. Ouais, ça va être un beau et gros combat. Donc Sean O'Malley qui vient de gagner la ceinture contre Aljamain Sterling par TKO, donc il a mis un très beau cross et après Grand Pound. Et Marlon Chito Vera, alors lui c'était quoi ses derniers combats? Comment il s'appelle? Dominique Cruz. Il y a pas Pedro Munoz aussi? Ah, c'est possible. Ouais, si, je crois qu'il avait gagné contre Pedro Munoz aussi. Ouais. Alors là, dans le chat, on me dit victoire de Sean O'Malley. Sean, je pense. Alors, ouais, c'est vrai qu'il a une très grosse progression. O'Malley, il a quand même une très grosse progression. C'est vraiment, pour moi, un des meilleurs strikers de l'UFC. Il a un striking qui est... c'est partie de mes strikers préférés. Il a un striking qui est vraiment très propre, qui est vraiment très artistique, très fluide et appréciable à regarder. Il y en a très peu qui me font cet effet-là, d'avoir le striking vraiment où tu regardes, tu fais ah ouais, c'est une œuvre d'art. Et lui, il en fait partie. Il a vraiment un striking qui est super intéressant et il fait qu'évoluer. Et grosse précision aussi dans ses frappes. Très précis, des frappes très variées, plein d'angles différents, plein de feintes, c'est vraiment, il donne beaucoup d'informations sur ses adversaires. Il est loin dans les informations et après il envoie des trucs de nulle part, quoi. Franchement, pour moi, en striking, c'est un des meilleurs de l'UFC. J'aimerais bien savoir si, je pense que doit y avoir les stats qui doivent être trouvables sur internet, mais la précision justement dans ces combats à l'UFC. Et aussi, fait à souligner, c'est que c'est une KT quand même qui est légère, donc 61 kilos, mais il descend les mecs, il couche les mecs, quoi. Pourtant, il est tout maigre, hein. Il est maigre comme la baguette, donc il est vraiment tout maigre. Tu penses que c'est plus une histoire de puissance de frappe, ou alors justement de précision, de timing? C'est vraiment technique et précision. Parce que tu vois, il a pas une force de malade, il frappe pas comme un malade mental. Par contre, il utilise très très bien ses leviers, il utilise très 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 bien ses grands bras. Il sait vraiment utiliser son corps à la perfection, en fait.
Ses positions elles sont toujours bonnes de manière à ce qu'il ait beaucoup de poids sur ses frappes. Alors, on dirait il danse en boxant. C'est un petit peu ça, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que je disais. Il a une forme de vraiment, t'as l'impression de voir une œuvre d'art, t'as l'impression de voir un mec qui est en plein, je sais pas, en plein train de faire son œuvre d'art, son œuvre quoi. Tu vois, c'est vraiment particulier, c'est vraiment fluide. Il est dans son monde, dans sa transe et il fait son job et. Il y a vraiment que lui et quelques mecs qui m'ont fait ça. Il y a lui notamment. Il y a aussi Zabit qui m'a fait ça aussi. Il a vraiment un striking très fluide. Il y a Yair Rodriguez qui pareil a un striking très très fluide. Il y a très peu de mecs qui font cet effet-là. Connor aussi à une certaine époque qui avait un striking qui était vraiment très fluide où t'as l'impression que le mec il était sur ses pieds ils étaient sur des roulettes, tu vois, tellement ça se déplace bien et c'est très agréable à regarder. Donc Sean O'Malley te fait de l'effet. Ouais. Okay. Donc moi, si j'avais un prono à faire sur ce combat, ouais, je sais pas si on peut juger justement, enfin, par rapport au premier combat qu'ils ont fait, tellement O'Malley il a progressé quoi. Il a vraiment, et surtout pour le coup vraiment, c'est vraiment de la chance pour Chito. C'est le doigt de pied de Chito qui est venu frotter sur le nerf à l'arrière du genou de O'Malley. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu très rarement en MMA. Je pense que c'est même le seul fois où on voit le doigt de pied comme ça. C'est vraiment on sent que ton explication, elle est biaisée, mais pas du tout. Vraiment, pour le coup, s'il avait fait de la merde, vraiment, au début, je pense qu'il a pris un vrai low kick, mais tu vois sur le ralenti, tu vois vraiment l'orteil de Chito toucher le nerf, en fait. C'est même pas un low kick qui vient toucher avec le pied, c'est vraiment avec l'orteil. Ça a touché, en fait, un point critique. Genre, il s'est pris un ultra critique, tu vois. Un critique. Je sais pas comment il a fait. Et, impossible de s'en remettre, quoi. C'était chaud, hein. Donc moi, allez. Ouais, je commence aussi à bien kiffer O'Malley. Là, j'ai vu beaucoup les épisodes justement de UFC Embedded, etc. Et autant avant, je le kiffais pas trop, mais là même, il était passé dans le podcast de Joe Rogan avec son coach, coach et ami de longue date justement, qui le suit depuis ses débuts. Et c'est le gars vraiment posé, chill, tranquille, tout ça, donc appréciable. Je l'aimais pas, je pensais que c'était pas terrible hors de la cage, mais en fait non, vraiment. Et si tu peux l'apprécier encore plus, en fait professionnellement, avant d'être à l'UFC, avant d'être combattant MMA, il assistait les personnes handicapées dans la vie de tous les jours. Pour te dire, c'est pas ça a l'air d'être un petit con, tu vois, un petit branleur qui se drogue et tout ça, mais en vrai, ça doit être une bonne personne. Altruiste, ouais. C'est officiel ce combat. Ouais, c'est officiel. Ça sera où? À l'UFC, sûrement sur un UFC numéroté, je pense. UFC quoi, nom de la série? Qu'est-ce que tu dis, Rofix? Je comprends pas. Allez, si je dis, ouais, Sean O'Malley vainqueur aussi. Sean O'Malley. On est bon. On est d'accord tous les deux. Eh bien, écoutez, on arrive sur la fin de ce live. Alors, petit rappel encore une fois, donc on diffuse ce live sur la chaîne YouTube, la page Facebook et la chaîne Twitch donc de Karaté Bushido. À l'avenir, on ne diffusera les lives que sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller suivre et soutenir donc la chaîne Twitch. Merci aussi à Unibet donc de sponsoriser ce live. Mathieu, vraiment. Faut ralasse. Mathieu, un très gros merci de m'avoir accompagné sur ce live. J'espère que on pourra faire ça à nouveau. Écoute, un gros merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à être sur la chaîne et à voir les commentaires des gens. Et j'espère qu'on se passera très bientôt. Et voilà, merci à Karaté Bushido, merci à toi. Je t'en prie. Et alors, si juste avant qu'on parte, vous avez... Je te laisse lire le commentaire qui vient de venir. On nous demande de faire que tu dises quelque chose en anglais. Je teste. If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly. Je l'ai bien dit là. C'est pas mal, hein. J'ai bien dit. C'est pas mal. Attends, j'ai même pas regardé ce que ça veut dire la phrase. Si tu veux toucher le ciel. Ok. On nous dit c'est appréciable quand vous prenez du plaisir ensemble.
Ah, OnlyFans, on a réfléchi sur OnlyFans direct. Voilà, donc prochain live sur OnlyFans, voilà. Si oui, je disais, si avant que donc on termine ce live, vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Et auquel cas, si vous en avez pas, on se quittera ici. Alors C'est super chaud, mais super hardcore, y a pas de souci. J'annonce donc le prochain live, comme tous les lives justement, c'est le dimanche soir à 20h. Donc sur la chaîne Twitch, ou alors voilà, on fera des cross-platforms comme on fait ce soir justement. Donc je vous laisse encore une minute ou deux si vous avez une question, et si vous en avez pas, moi je pourrais enfin aller manger parce que je crève la dalle. Alors ce sera toujours vous deux qui animeront le live. À voir, j'espère. Aussi. Ça dépendra du faire. Ça c'est dit, voilà. Puis dites-nous, hein, voilà, si vous avez apprécié ce duo entre monsieur 1m30 et monsieur 2 mètres, voilà. Tu peux aussi dire 1m30 de cube pour 2 mètres cubes. Voilà. C'est pas grave, je te sens fatigué. Et tu sais quoi, ce que je remarque depuis tout à l'heure, c'est qu'on a un truc dans les doigts parce qu'on n'arrive pas forcément à se concentrer. C'est grave, ça. Hein. On est en train de toucher un truc. Baguette, depuis tout à l'heure, j'ai ma baguette, j'attends de manger. Je sais même pas pourquoi il est là, que j'ai mis en attente tout le temps de faire le live. Mais alors. C'est une question. Non, mais j'étais en train de dire la question, je me dis, bon, est-ce que je la dis ou pas, parce que ça sent le ban derrière, tu vois, Nozo, donc, j'ai sensible. Mais je sors la masculinité toxique émanée de moi. All Star, je suis arrivé à la fin perso. Ah, c'est dommage. Alors, Fix, merci Super Duo. Merci beaucoup du retour. Pourquoi vous pensez pas à faire un don participatif pour le club de Daniel? Alors là. Le club de Daniel, c'est mon coach, Daniel Varin? Oui, je pense. Moi, il prend déjà un pourcentage sur ma prime, c'est mon don. Pas mon don. Par contre, Gabriel, je crois que t'as pas lâché de don, ouais. Il va falloir que tu lâches un petit truc. Ah, mais apparemment, je vais t'embaucher comme chef cuistot, donc, bon, le prochain camp, alors. Bien vu. Ah, c'est vrai. Voilà. Je vais mettre un peu de cyanure dans ta soupe, là, comme ça, voilà, je serai tranquille. Je veux dire de la commu, genre un club financé par les fans français. Alors là, cette idée-là, je sais pas du tout, je peux pas te dire. Je sais pas non plus. J'avais jamais entendu parler de ça. Enfin, je me souviens, je pense pas avoir vu ça plus à l'international. C'est quand ton prochain fight, Mathieu? Donc on le répète, ceinture hexagone, moins de 84 kilos en février à Dijon. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, l'heure du repas est arrivée. J'ai pris un accent allemand un peu bizarre. Pourtant, voilà, représentons. Écoutez, très gros merci. Pourquoi tu souris? Passez une très bonne soirée, Mathieu. Encore un énorme merci. Franchement, c'était très kiffant. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et donc, on se dit à dimanche prochain. En attendant, comme d'habitude, bonne semaine à vous, bons entraînements, bon sparring, charbonnez bien, faites des bons gains et on se retrouve très vite. Ciao l'équipe. Ciao.